Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée d'aujourd'hui est mère et autrice. Fille du grand compositeur, chef d'orchestre et arrangeur François Dompierre, elle a grandi au cœur d'un univers où la musique, les mots et les émotions se répondaient. Dans ce milieu vibrant où les partitions accompagnaient les histoires et où chaque note trouvait un écho dans les cœurs, elle a façonné sa propre voix, celle d'une autrice inspirée et authentique. Dès l'enfance, son imaginaire s'est imposé comme un territoire d'expression. À 2 ans, ses premiers mots s'écrivaient sur les murs de la maison, bien décidée à laisser une trace que rien ne pourrait effacer. Loin d'être un caprice, c'était déjà un signe, celui d'une écrivaine née. Depuis, elle n'a jamais cessé d'écrire des romans, des essais, des livres jeunesse, tout en y versant tout ce que la vie lui a appris. La rigueur, la persévérance, la tendresse et cette humilité qu'elle revendique comme essentielle à l'acte de création. Elle nous parlera de cette passion de l'écriture qui l'a accompagnée à travers défis et découvertes. C'est donc tout en mots et avec un grand plaisir que je reçois Madame Violaine Dompierre. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Quelle belle introduction. C'est très, très bien écrit. Oui, je prends ça pour un compliment venant d'une autrice parce que je n'en suis pas une. Mais contente que vous appréciez. Ben écoutez, oui, vous avez fait un très, très beau portrait imagé et tout. Fait que je suis bien contente d'être ici. Oui, parce que vous avez une belle histoire qui est venue à l'écriture. Vous avez fait d'autres choses aussi dans le milieu, la télé, etc. Vous êtes quand même aussi tombé dans une potion magique ou plutôt dans une maisonnée où les arts étaient bien présents avec votre père. Là, justement, lui, c'était la musique plus qui l'animait. Oui. Et donc, vous avez été bercé par ça toute votre enfance. Ah oui, vraiment, vraiment. J'avais un univers qui était très différent des gens, des jeunes de mon secteur, de mon quartier. Mais fait que pour moi, c'était tout naturel. Mais c'est toute petite, ma mère me disait, tu voulais écrire, tu as toujours voulu écrire, tu écrivais partout. Je jouais au prof d'école, mais j'écrivais des choses. Fait que oui, j'ai commencé, même mon premier roman, j'avais 11 ans à peu près. Mais évidemment, c'était pas super bon, mais c'est pas grave. Après ça, j'ai écrit un recueil de nouvelles à 15 ans. Puis là, à un moment donné, j'ai toujours continué d'écrire, toujours. J'ai des journaux intimes que je suis en train de relire justement à partir de l'âge de 14 ans. Il y en a un, 1985, qui est gros comme ça. Je rajoutais des feuilles entre. Tellement que j'écrivais, ça a toujours été, c'était plus qu'une passion, c'était comme pas une obligation, mais c'était un must, oui, c'est ça. C'est un must d'expression. Oui, exactement. C'était un besoin viscéral de s'exprimer. Oui. Oui, puis il y a des gens qui disent, moi, si je vais écrire un roman, mais si je ne suis pas publiée, j'arrête. Moi, je me suis dit ça parce que ça a été un parcours du combattant, ça l'est encore, mais l'essentiel, c'est pas ça. Moi, j'ai des choses à dire pour moi, pour mes enfants, pour le monde. S'ils veulent le lire, ils le lisent, sinon, je continue à écrire quand même. Fait que c'est ça. Puis ça, vraiment, c'est vraiment vrai ce que vous dites parce que j'ai fait des cahiers. Puis moi, ce que j'ai préféré là, dans tout ce que je fais, c'est écrire. Préféré. Je dirais plus que les plus belles traces, le plus bel héritage qu'on laisse, c'est l'écriture. Vraiment. Vraiment, puis c'est dommage parce que c'est pas que c'est en train de se perdre, mais oui, en quelque part, parce que dans les nuages, il y a plein même mon mari puis moi, on s'écrivait des petits mots, là, on s'envoie des textos, on les perd, les textos. Les traces, l'écriture manuscrite aussi se perd. Moi, au début, j'écrivais à main. À un moment donné, ça va pas mal plus vite d'écrire à l'ordi. Mais au moins, ce que j'ai, je le garde, alors que les jeunes s'écrivent puis on n'a pas de traces. Il n'y aura plus de traces écrites. Non, puis maintenant, moi, je suis très verbale, je suis très auditive. Alors, moi, c'est les mémos. Il y en a qui détestent ça, mais moi, c'est tellement plus vite pour moi, plus... oui, je fais ça aussi. Donc, je suis tout se passe dans l'ouïe souvent, là, à 80% pour moi. Donc, les visuels, moins, mais puis, je veux revenir au journal intime parce que moi, c'est une pratique que j'ai pas vraiment faite où j'ai eu des agendas, à l'école, tout ça, mais il y en a comme vous qui font des journaux intimes puis qui continuent.
qu'est-ce que vous trouvez tu sais, après plusieurs années, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir ça, d'avoir écrit un peu vos mémoires, puisque vous viviez à 14, 15 ans, 20 ans? Ben, c'est incroyable parce qu'en ce moment, tu sais, j'ai eu une période difficile au printemps où j'ai dû être en arrêt de travail, tout ça. Puis il fallait que je me redéfinisse, il fallait que je sais pas, j'avais besoin c'était une quête de moi. Puis j'ai dit, hey, j'ai franchement tous les moyens pour me faire une propre psychanalyse. Fait que je suis là-dedans en ce moment et je relis des choses. Puis ce que je fais, en fait, je prends la petite Violaine qui était adolescente, perdue. C'était assez, je lis ça, puis ouf, j'étais confuse. Là. C'est tough, l'adolescence. On banalise peut-être ça en tant qu'adulte, mais quand on est jeune, l'existence, c'est pas facile. Et puis, je la prends comme par la main, puis on dirait que je dis, mon Dieu, c'est pas facile ce que tu as vécu. Fait que ça déterre un paquet de blocages. C'est assez extraordinaire. Tu sais, même là, je veux dire, mon Dieu, mes chums, c'est épouvantable comme je les ai maltraités. Tu sais, c'était pas... J'étais raide avec eux autres, là. Tu sais, un jour, je t'aime, l'autre jour, je t'aime plus. Tu sais, mais en lisant ça avec l'acquis de 56 ans de vie, Ben oui. c'est vraiment un autre regard. Je trouve, moi, je dis... Tu sais, maintenant, les journaux intimes, ça fait « Ah oui, j'écris mon journal intime », c'est comme un peu quétaine, tu sais, mais moi, je dis à tous les jeunes, s'il y en a qui écoutent, ou leurs parents, c'est une discipline extraordinaire que je continue d'avoir. Maintenant, c'est plus un devoir de mémoire parce que ma fille a dit « Je vais toutes les lire ». Je les ai mis dans un coffre-fort à l'abri de l'eau puis du feu parce que je me dis, c'est vraiment pas bien écrit, là. C'est vraiment comme moi, je me parle dans ma tête, mais c'est pas ça l'important. C'est de voir que, tu sais, oui, j'étais troublée à ce moment-là, mais maintenant, tu sais, j'apporte justement un regard doux là-dessus, puis je comprends beaucoup de choses, mais je me dis, mon Dieu, mais j'ai toujours été comme ça, ou, oh mon Dieu, j'étais comme ça, j'ai tellement évolué. Tu sais, ça fait, je trouve que c'est un accompagnement extraordinaire, vraiment. Puis vraiment. Ça répond à pourquoi je suis la femme que je suis aujourd'hui. Exact. Puis pourquoi que j'ai fait tel choix à un moment donné à 20 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40. Oui, puis tu sais, moi, ce qui m'a marqué, comme beaucoup de jeunes, la séparation de mes parents m'a beaucoup marqué. Et ça n'a pas été facile parce que j'étais comme entre les deux, tu sais, comme beaucoup de séparations. Même s'ils ont voulu faire ça fluide, je me rends compte que en vieillissant, il y a des souvenirs que j'ai oubliés. J'ai oublié que finalement, mon père a été plus présent que je pensais. Ah, c'est lui qui était avec moi chez le dentiste pour les dents de sagesse. Ça, c'est lui qui ça, c'est lui qui ça. Je me dis, hey, comment ça se fait qu'avec le temps, j'ai l'impression que mon père était absent? Alors que quand je relis les choses, il était présent. Fait que ça fait aussi un autre regard un peu moins dur sur les gens l'environnement. Tu sais, pourquoi ma mère a réagi comme ça? Pourquoi mon frère était de même? Parce que j'écrivais tout en détail, là, tu sais. Fait que aujourd'hui, c'est passé une avec mon frère. Vraiment. Mais tu sais, nous autres, c'était au-delà Ma mère, elle a été injuste, elle a dit. Mais c'était difficile. Tu sais, moi, c'était au-delà de ça. Tu sais, mon frère, tu sais, on était dans tu sais, un monde d'artistes, mais comme un peu fucké dans la tête. Fait il y a juste maman qui était plus straight, mais pris dans ce tourbillon-là de gens exubérants qui vivaient leurs émotions en montagne russe, autant mon frère, mon père que moi. Puis moi, j'essayais de défendre ma mère auprès de mon père. C'était le chaotique. Le conflit de loyauté que souvent les jeunes vont vivre dans des séparations. Des fois, il y a un peu d'aliénation sans le vouloir. Il y a l'aliénation un peu parentale qui s'installe. Puis effectivement, vous disiez, moi, j'ai réalisé que mon père était plus présent, puis là, il y a ça, puis de réaliser qu'il y avait quand même une hyper grande carrière, hyper sollicitée, possiblement à un moment donné dans sa vie où il y a eu un grand pic de carrière qui a duré c'était pas juste la saveur du mois, là, ça a été la saveur de plusieurs années sollicitée, vraiment une personne importante dans le milieu artistique québécois, puis même, je pense, ailleurs. Donc, fait que là, vous dites, écoute, finalement, malgré tout ça, il était là, il était, tu sais. Oui, mais la seule affaire, puis ça c'est à l'époque, les TDAH n'étaient pas diagnostiqués. Non. Mon père, c'était un plus TDAH. Hyperactif. Donc, exactement. Il était dans sa tête tout le temps, en composition. Fait que moi, je lui parlais des fois, tu sais, on était dans l'auto, j'y parlais, ça faisait longtemps, je l'avais pas vu. Puis là, il me répondait pas, tu sais. Fait que là, dans ma tête, il y avait la phrase qui sonnait en écho parce que j'avais pas de réponse. Il était où? Il était en train de composer. Il était en train de faire des trucs. Fait que c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il était pas présent, parce qu'il était pas présent. Oui, puis à ce moment-là, l'enfant réalise pas que la personne est en ébullition de son TDAH, puis ça, puis elle prend ça plus comme un désintéressement. Tellement.
C'est exactement ça. Je n'étais pas intéressante et ça a encore des répercussions maintenant sur ma vie, sur ma personnalité, sur le regard que je porte sur les gens et que j'interprète, tu sais, le regard que je pense qu'ils me portent. C'est tout part de l'enfance. On l'a déjà dit, puis on le sait. Mais moi, j'ai la chance de relire des trucs qui me ramènent en arrière, tu sais. Et ça, tu sais, puis à l'époque, ça n'existait pas, les déficits d'attention, puis tout ça. Tu sais, moi, c'est avec mon fils. C'est pas diagnostiqué. Pas diagnostiqué. Ça existait, bien sûr, Ouais. mais c'est ça, c'était pas diagnostiqué. Fait que ça te fait comprendre beaucoup de choses. Ça excuse des choses, moins d'autres. Mais mon père est très, très conscient parce qu'il a eu 4 enfants. Fait, les 4, on a la même impression qu'il n'a pas été présent. Donc, alors qu'il dit, ben c'est injuste, j'étais allée vous reconduire à l'école. Il était là physiquement, mais c'est probablement la Il était là, mais il qualité était pas là. d'attention qui était. Puis ça, c'est... Je pense que c'est commun à tous les enfants d'artistes. Ça, c'est vraiment, bien, peut-être pas tout, mais beaucoup, parce qu'ils ont un objectif qui n'est pas tant la famille. Tu sais, ils veulent réussir. Ils ont une mission. Leur mission, c'est ça. C'est je fonce, puis c'était pas facile. Ben, à l'époque, c'était plus facile parce que le Québec s'inventait. Maintenant, il faut se réinventer. Mais à l'époque, mon père, il avait un peu le champ libre, puis il a fait sa place, puis lui, il a foncé aussi. Puis, tu sais, fait que mais ça, c'est des sacrifices. Puis les sacrifices, parfois, c'est ça. Il était présent, mais il y a beaucoup de pères d'artistes, ben, ils se sont séparés, mais je veux dire, il y a beaucoup d'enfants d'artistes qui sont un peu orphelins à cause de ça, parce que la personne a consacré toute sa vie à son art. Mais c'est ça. Fait que moi, il a fallu que je m'adapte là-dedans. Puis maintenant, avec mon regard d'adulte, je comprends beaucoup de choses. Fait que vous avez eu le temps quand même d'en parler. Si vous dites, ben moi, je relis ça, je me reconstruis à travers mes journaux intimes. Oui. Mais vous avez été en mesure d'en parler aussi avec vos parents. Est-ce qu'ils ont déjà lu un peu ce que vous... Jamais. OK. Non, en fait, il n'y a personne d'autre que moi qui a lu ça, parce que, comme je vous dis, c'est pas d'une très bonne qualité. Mais je m'en vante pas. Mais si je les cède, ma fille, elle l'a dit, je veux pas les détruire, je vais les garder. Fait que, puis même moi, je me disais, au pire, enterrez-les dans un coffre-fort isolé pour qu'un jour, quelqu'un tombe là-dessus et il voit des archives de 1960. Wow. Moi, je suis très, très archiviste là, dans l'âme. Fait que, tu sais, c'est pas tant rayer mon nom, c'est pas ça l'important. C'est juste que, hey, ils vivaient ça à cette époque-là. C'est fou, là, tu sais. Comme une bouteille à la mer, exact. ou comme des fois, justement, des anciens écrits qu'on va trouver. Mais juste pour revenir à votre question, en fait, j'aimerais en parler à ma mère. Elle est décédée, malheureusement, depuis 2 ans. Donc, puis ça, des fois, je trouve ça plate. Puis je me dis, hey, Colin, j'aurais aimé ça, pouvoir échanger, parce que mon père, il était, comme je vous dis, il habitait pas avec nous, il était loin, fait que même si je lui dis certaines choses, il s'en rappelle pas. Ma mère aurait pu faire des liens que moi, tu sais, faire le lien entre ma perception de l'époque et ce qui s'est vraiment passé. Oui, parce que ben non, tu t'en souviens, t'as l'affaire, mais c'est ça, tu sais, des fois, mais déjà là, d'être capable de pouvoir, puis ça, c'est intéressant, de pouvoir en parler, de dire que ben, un journal intime, ça peut être très, ça peut sauver peut-être beaucoup de centaines de dollars de psychologue. Mais tellement. Ben oui, moi, je fais un retour dans le temps, là, c'est ça, je suis en psychanalyse avec moi-même. J'ai une psychologue aussi avec qui je peux en parler, mais c'est pas de temps important parce que j'ai des réponses, sont là. Oui, puis souvent, c'est ça, on les a, les réponses. Oui. C'est ça qui sert le psychologue, c'est de t'aider à trouver les réponses. C'est ça. En plus, tu as des journaux intimes qui disent, hey, il y a les photos aussi, tu sais, des fois, tu dis, ah, c'est vrai, j'étais avec ça. Puis, mais êtes-vous nostalgique? Êtes-vous une personne nostalgique? Ah oui, moi, je suis vraiment, mais tellement. C'est pour ça que je parle d'archives. Tu sais, j'ai tout ramassé les archives de mes grands-parents. Je suis en train de tout numériser. Toutes les photos sont numérisées aussi. J'ai un drive un Google Drive qui est loadé, mais j'adore ça. Je me dis, si j'avais à refaire une autre carrière, ça serait là-dedans que j'irais. J'ai toujours... En fait, mon frère disait, oui, tu vis dans le passé. Non, c'est pas ça. C'est que j'aime, c'est comme épigénétique, tu sais, je revis des émotions le fun dans une image, dans un texte que j'ai écrit, moi, j'ai tout gardé les lettres que mes parents s'écrivaient, que mon frère écrivait à mes parents quand il était en Angleterre. Ça, c'est merveilleux parce que je revis des émotions, je revis des moments. C'est pour ça, oui, je suis nostalgique pour cette raison-là. Pas parce que j'aime pas le présent, je suis une amoureuse de la vie. Mais je suis amoureuse de la vie à toutes les époques de ma vie. Oui, puis ça prend des gens comme ça pour savoir d'où on vient, puis pour savoir où on va aussi, là, parce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé aussi, là, pour construire le présent et le futur. Exact. Oui, c'est exactement ça, la clé, en fait. Pour ça que j'aime ça. On peut se contenter du moment présent, puis il faut le vivre à fond, puis je me fais de la méditation, puis tout ça, fait que oui, je le vis, mais cette espèce de retour dans le passé, là, c'est une bulle, c'est une bulle pour moi, puis il y a bien de mes amis qui me disent « Ah, je regrette tellement de les avoir jetés, moi, tu sais. Je les ai toutes jetées. » Ben, c'est dommage, parce que c'est ça.
Oui, parce qu'en disant notre âge, on cherche autre chose, puis c'est là, à ce moment-là, c'est là qu'on trouve. Tu sais, c'est pas à 20 ans qu'on voit l'importance Mais non, de t'es jeune, ça. t'as 20 ans, parce que j'étais assez niaiseux ce que j'écrivais, Oui, puis même moi, je les lisais pas, Non, non. j'étais mal à l'aise. Je disais, oh mon T'en Dieu, donnes j'ai une boîte. honte. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Laisse ta boîte, puis elle est encore là, cette maudite boîte-là. Exact. Vous avez grandi, c'est ça, dans un milieu artistique. Là, vous dites, ben c'est ça, mon père était là-dedans, mais aussi, il devait avoir des, tu sais, des grands noms. Là. Vous deviez voir des vedettes. Puis comment ça se passe quand on est jeune, puis on est aussi dans ce milieu-là où les gens arrivent chez nous, t'as tel gros nom qui sonne à la porte. C'est intéressant comme question parce que d'autant plus que j'ai écrit un livre là-dessus, qui est, là, j'ai envoyé à des éditeurs, je ne sais pas si ça va être publié, hein, c'est toujours, on va à la pêche, là, mais on ne sait pas si ça va mordre, mais qui parle de ça, de toute justement cette perception-là. J'ai décrit, entre autres, un souvenir que j'avais une amie d'enfance qui habitait en face de chez nous. C'est une famille modeste, tout à fait ordinaire. Ils étaient 6 frères et sœurs dans la maison. Fait que quand elle venait chez nous, c'était un univers, là. Premièrement, la maison était immense par rapport aux maisons du quartier. Mais en plus, tu avais des Michel Tremblay qui rentraient en là-bas. Tu avais Louise Forestier, puis tout ça. Puis pour moi, c'était du monde qui venait travailler avec papa. Tu sais, c'était pas... Puis à un moment donné, Josée elle arrive chez nous, puis là, on est en train de jouer, puis Félix Leclerc rentre, tu sais. Fait que, elle le regarde, tu dis, qu'est-ce que t'as? Ben, elle dit, c'est Félix Leclerc. Ah, mais pour moi, c'était pas important. Mais elle est partie, elle dit, il faut que j'aille dire ça à maman. C'est tellement important. Fait que, tu sais, puis en plus, ce souvenir-là, je m'en souvenais pas, c'est elle qui me l'a dit dernièrement. Elle se rappelle, elle, contrairement à nous, elle dit, votre père était très, très présent. J'ai plein de souvenirs de votre père. Elle dit, moi, j'en avais pas et je voyais que votre père était tout le temps chez vous. Il travaillait à la maison. Mais, tu sais, nous autres, c'est ça, c'était dans l'univers. Il y avait brouhaha, des tablés avec Marcel Saint-Germain, des cyniques. Ça venait rire, là, les cigares, fumaient des Davidoff. Puis c'était fascinant. Puis le défi, quand tu vieillis après puis que ta vie devient ordinaire, c'est de ne pas trouver ça plate. Puis ça, c'est un défi que mon frère et moi, on a eu à relever parce qu'on a toujours recherché des émotions, des sensations. Même si on se dit que c'est pas important d'être avec des gens connus ou de remporter des prix. Ou nous autres, on l'a en nous. Tu sais, moi, quand mon père montait chercher son Félix, j'étais comme fière. Tu sais. Puis tu dis, moi aussi, moi, je veux gagner un Oscar. Tu sais, je vais faire des films, je vais gagner un Oscar, je vais gagner des prix. Puis quand tu n'en as pas, tu te ramènes, on dirait, tu te dis, ben non, mais c'est pas ça l'important dans la vie. Ouais, mais c'est ça qui t'a nourri toute ton enfance. C'est difficile de faire une séparation entre la vie ordinaire et la vie tellement enrichissante avec du monde, des créateurs qui rentraient chez nous. Puis, tu sais, mon père faisait de la bouffe, ça sentait bon. Moi, des fois, j'étais bien de me retrouver toute seule, pas de monde dans la maison, mais c'est quand même ça que j'ai vécu, cette espèce d'euphorie puis de pétillement qu'il y avait tout le temps dans notre maison. Justement, ces artistes-là, les Félix Leclerc, etc., c'est... pas dans le quotidien, mais quand ils arrivent, on les voit vraiment pas mal à l'état brut. Qu'est-ce qu'ils ont de différent de Monsieur, Madame, tout le monde ou des artistes qui... Tu sais, il y a des étoiles comme ça là, qui se démarquent. Qu'est-ce que vous avez pu déceler avec l'âge que vous aviez de ces gens-là? À l'époque, rien du tout. Je vais vous dire, la seule chose, c'est que je ne pouvais pas placer un mot. Ça, je me souviens de ça. J'étais assise à la table avec eux autres. Puis, tu sais, mais non, mais... Justement, Marcel Saint-Germain et mon père qui se parlent, il n'y a plus de place pour personne d'autre. Fait que pour moi, avec mon œil d'enfant, il n'y avait absolument rien de différent. C'est quand tu en parles aux gens puis tu vois que les gens réagissent autour, tu dis « Ah, OK. » Tu sais, moi, quand je disais mon nom au début d'année à l'école, là, tu sais, je disais mon nom, puis il y avait une place pour l'espoir. Elle va-tu me demander si je suis la fille de François Dompierre? OK. Oh oui, j'étais contente quand elle me disait ça. T'es-tu la fille de François Dompierre? Oui. Tu sais, j'étais... Avec une fierté. J'étais différente des autres, puis c'était mon père à ce moment-là, vous l'avez dit en introduction, il était connu, tu sais, il avait fait Saute-Mouton, il avait fait On est 6 millions, il avait fait Extra-13, il avait fait plein de choses que de l'époque, il faisait... mon père n'aime pas quand on dit qu'il est chef d'orchestre parce que lui, il se trouve pas bon, Non. mais on l'a connu quand même un peu comme ça. Il faisait des arrangements musicaux principalement. Exact, c'est ça. Oui, beaucoup de musique de film par la suite. Il a fait les arrangements de Félix, justement, c'est pour ça que Félix était là. Fait que ça a été...
c'est ça. C'était... je me souviens plus de votre question, par contre. Par rapport à comment vous avez pu observer Oui, ça, c'est est-ce que ça. vous avez décelé de ces pépites d'or-là, d'artistes? En fait, tout ce que j'ai comme souvenir, c'est ce qu'on m'en a raconté. Tu sais, justement, l'anecdote de Félix Leclerc, ma mère, elle me disait, quand Félix est venu, tu sais, il y avait une voix, là. Il était calme, puis c'était un conteur, tu sais. Fait que là, elle dit, un matin, le lendemain matin, il a couché chez nous parce qu'il habitait à l'île d'Orléans, puis il voulait pas repartir. Fait qu'elle dit, là, il lisait le journal. Puis il dit, je vais vous lire le journal, Ginette. Fait que là, il tournait les pages. Ma mère a dit, moi, je faisais la vaisselle pendant ce temps-là. J'ai lavé 4 fois ma vaisselle. J'ai pris les affaires dans le truc, je l'ai relavé. Je voulais juste pas qu'il s'arrête. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, je jouais au Barbie, puis à la prof d'école, tu sais, j'étais terre à terre, mais ce que m'en ont dit les autres, j'ai fait, OK, finalement, ouais, c'était du monde connu, puis c'était... Fait que, tu sais, c'est plus dans les histoires que ma mère me contait quand elle a rencontré Jacques Brel ou des choses comme ça qui ont nourri, c'est beaucoup plus tard. Mais enfant, moi, c'était monsieur, madame, tout le monde. Ils venaient faire la fête souvent chez nous parce que c'était tout le temps des gros repas. C'est tout ce que j'en... Ça devait être animé, ça devait avoir beaucoup de musique. Ouais, pas tant non? de musique, non, parce que la musique, il la jouait dans le sous-sol, puis il l'enregistrait, puis c'était isolé, puis on l'entendait pas, mais c'était surtout énormément de bruit, là, ça parlait fort, ça riait fort, c'était loud. Des gens d'opinion, des Oui, gens de... tellement. Oui, les Louise Forestier, tout ça, ça venait jaser. En période du oui, puis du... Bien là, à ce moment-là, mon père était parti de la maison. Là, OK. c'est ma mère qui, le oui, là, ça a été une étape importante pour nous parce qu'elle était évidemment séparatiste. Mais, tu sais, mon père, c'est ça, à ce moment-là, il était parti. Il est parti, en fait, il s'est séparé de ma mère à l'âge de 7 ans. Il a habité 3-4 ans en haut de chez nous, puis après ça, il est parti à Saint-Bruno. Fait que là, on l'a pu, mettons, vers quand j'avais 14-15 ans, il venait chez nous une fois de temps en temps, mais il vivait plus avec nous. Puis comment va-t-il présentement? Mon Dieu, mon père, il est tellement en forme. Il est tellement plus en forme. J'ai dit, toi, un jour, là, t'as pris toute notre énergie, puis tu l'as emmagasiné, puis là, t'as 80, il va avoir 83, je pense, 82, 80, non, je pense qu'il vient d'avoir 82. Il est né en 43. C'est ça, j'ai dit, t'es tellement en forme, c'est incroyable. Mais tu sais, mon père, il a marché toute sa vie. Il a pris soin de lui, il a bien mangé. Il a fait à manger toutes des affaires, rien d'acheter. Là, il fait son pain, il fait son yogourt, il fait sa crème glacée. Et il est incroyable. Là. Moi, je l'admire pour ça. Mais ce qui m'a beaucoup apporté dans la vie, parce que j'avais un côté... Petite, j'étais très up la vie. Mais après ça, à l'adolescence, je suis devenue taciturne plus. Puis lui, il m'apprenait, on allait marcher, mettons, à Saint-Bruno, puis regarde, c'est beau, regarde telle affaire, ressens les choses. Puis, tu sais, sa joie de vivre, et il y a tellement de joie de vivre. Puis, mon père, il a combattu beaucoup, énormément l'anxiété. Les attaques de panique, il y en a eu plein. Fait que Ça, c'est commun chez les vrais artistes. Oui, vraiment. Mais je pense que c'est leur moteur aussi, là, tu sais. Puis, ça a été le mien. Beaucoup, j'ai écrit sur ce qui m'allume, les batailles que j'ai eues. Puis, mais, tu sais, fait qu'on était on était dans cette ébullition-là, puis j'ai encore perdu mon fil, mon Non, Dieu. mais par rapport à l'anxiété, il disait que, tu sais, c'est ça, lui, possiblement que ça le nourrissait, puis ça lui permettait de calmer son anxiété, d'être à l'affût, puis il y a aussi son TDAH là, qui était... Oui, vous me demandiez, excusez, comment il allait. Oui, bien, c'est Je ça. disais qu'il allait très, très bien. Là, il est en Toscane, pas en Toscane, en Italie, à Lucca. Il passe 2-3 mois par année là. Après ça, il se revient, il fait ses affaires, il écrit des romans aussi. Il a décidé de se mettre à ça, puis il adore ça. Il a composé un requiem l'année passée là, qui est en nomination aux Oscars. Lapsus. À la disque. Ça serait le fun! Oui, c'est vraiment. Mais il aurait pu, avec ses musiques de film, il aurait pu. Mais, avec Denis Villeneuve, là, il pourrait être pas loin, là, ça jamais. Mais là, ce qui arrive, c'est que la nouvelle génération pousse, puis, tu sais, mais avec le Requiem, c'est un jeune qui lui a demandé de l'écrire, c'est le fun. Fait que lui, il a tout le temps des projets. J'ai tout le temps, tu sais, il va cuisiner. S'il n'y a pas de projet, il va inventer des affaires, il va cuisiner des trucs. Fait que, il est vraiment... je pense que c'est pour ça qu'il vieillit pas, tu sais. Ben, il vieillit, je pense qu'il vieillit, puis il dit pas tant, il doit avoir mal quelque part, je peux pas croire là, à cet âge-là, là, tu sais. Mais non, il est... L'hiver, il se sauve du froid, fait que déjà là, ça doit éliminer quelques bobos. Oui, mais juste comme 2-3 semaines par année, là, fait que c'est pas si pire, mais c'est juste qu'il marche, il est toujours en action. Puis quel genre de grand-père il est? Vous dites qu'il était peut-être plus accent, il est peut-être moins présent à ce moment-là. Bien, il a été, il a été plus présent quand mes enfants étaient petits, c'est-à-dire qu'il venait chez nous en train à Deux-Montagnes, puis là, il apportait la bouffe. C'est le fun pour une maman, là, le père qui apporte la bouffe. Puis là, il jouait avec les enfants, mais tu sais, c'est pas... comment dire donc?
ben là, on dirait qu'il y a une distance maintenant. La vie fait que les enfants ont leur C'est vie, des jeunes mon père a leur adultes vie. Ouais. Fait que aussi. je peux pas, il était très, 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 très proche de ma mère, mes enfants. Moins de mon père, c'est la Par vie, la c'est force comme des ça. choses, les Oui, puis mon séparations, père tout a une ça. deuxième famille aussi, Oui. hein, qui est plus jeune. Fait que mon demi-frère, mon frère, il a eu 2 enfants, fait qu'ils sont petits. Fait que je pense qu'il met beaucoup plus de temps. C'est normal avec la jeune famille. Fait que c'est ça. C'est la Y vie a-tu qui veut beaucoup ça. d'artistes? Vous, naturellement, vous avez hérité quand même tu sais, de ce besoin viscéral-là d'exprimer, tu sais, un art. Est-ce qu'il y en a d'autres artistes dans la Dans la famille? famille, il y a ma sœur Jeanne qui écrit des romans aussi. Elle a écrit deux romans, je pense, puis une nouvelle. Mon frère Fred, il a écrit aussi. Il a écrit je sais même plus, deux trucs, un roman. Ben, c'est pas un roman, c'est un essai aussi. Puis un truc il racontait un petit carnet, là, il racontait des choses qui ont été publiées avec des petits dessins. Mais mon frère est le plus artiste de nous tous, avec vraiment le grand A, c'est-à-dire un artiste sans concession. Lui, il a travaillé à Radio-Canada aussi, puis il a travaillé, il a gagné sa vie, mais il n'a pas été heureux là-dedans. Maintenant, il est à la campagne, isolé. Il ne veut plus rien savoir de personne. Moi, j'ai écrit En ermite. Oui, moi, j'écris des textes. Si vous ne l'aimez pas, je le prends, puis je fais aucun compromis. Les dessins, les choses, il fait plein de choses. Il fait tout, en fait. Il peut faire de la rédaction, du dessin, du montage, il peut filmer, Fait qu'il est vraiment très, très, très autodidacte. Mais avec aussi, beaucoup il y a des émotions fortes. Exubérant. Ouais, c'est ça. Il est vraiment... Mais à mon avis, mon père, il est rentré comme... Il était capable de... Il a écrit des musiques de films avec Denise Filiatro, là, c'est pas facile, là. Fait qu'il a été capable... Non, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, oui, c'est ça. Fait que... mais mon frère, il n'est pas capable de faire ça. C'est sans compromis. Puis maintenant qu'il est là-dedans, il travaille. C'est son art, ça sort comme ça, c'est Exact. un geste, c'est sa toile. Oui, oui. Il n'y a pas au même heure. Tu sais, quand il était jeune, mon frère, là, c'était l'hiver, il mettait des shorts, l'été, il mettait des cols roulés. Il a toujours été comme ça, il se lève à 1 h du matin. Se démarquer. Oui, puis oui, peut-être, mais je ne sais même pas si c'est conscient ou inconscient, mais tu sais, pourquoi... Marginalité. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Puis un gros nounours, tu sais, c'est ça. Fait que, à mon avis, c'est lui qui est moins capable de rentrer dans le moule. Moi, je suis pas... Jeanne, puis moi, Jeanne, tu sais, on n'a pas le choix, il faut gagner notre vie. Fait que si on veut rester dans ce métier-là, il faut quand même faire des comptes. Oui, parce que vous avez eu, je dirais pas 1001 métiers, mais quand même, je veux dire, vous avez quand même évolué aussi. L'écriture, ça, vous le dites qu'à 2 ans, vous avez commencé à écrire sur les murs de la maison. Ouais. Fait que l'écriture était là. Mais j'écrivais évidemment pas des choses lisibles. Mais non, mais je faisais non. Le geste était là. Le geste était là, puis je les racontais après ça, là, à tout le monde dans le corridor, fait que c'est drôle. Ah oui? Non, oui, c'est ça. Donc, avec du gros marqueur là, sur la peinture neuve, là, puis tout le monde disait à ma mère « Qu'est-ce que tu fais? Arrête là! » Elle dit « Non, elle s'exprime. » Tu sais, c'était à l'époque, hein? Fait que finalement, moi, c'est peut-être ça qui m'a... Tu sais, j'ai compris que j'avais le droit de m'exprimer comme ça. Oui, puis après ça, dans votre parcours, vous êtes arrivé justement dans une école où là, on s'aurait pu vous enlever carrément le goût d'écrire. Oui. Vous parlez au primaire? Oui, j'avais lu que il y avait eu, je pense, que des institutrices qui étaient très, très rigides par rapport à vous, puis que ça aurait pu vous donner le goût de complètement cesser puis vous enlever le goût d'écrire. Qu'au contraire, vous avez persévéré puis vous les en remerciez aujourd'hui. Oui, c'est drôle, vous êtes bien renseigné. En 2e année, j'ai fait une année en France. Et quand tu arrives en France, tu perds une année ils sont une année en avance sur nous. Donc, moi, j'arrive avec lettre détachée puis pas de multiplication. J'étais aux petites additions et tout. Puis eux autres, non, ils sont pas là. Ça fait longtemps qu'ils écrivent puis c'est bien écrit en lettre attachée et tout. Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis arrivée là-bas paniquée. Et la prof, elle m'a gardé tous les jours en retenue. Presque les 6 premiers... pas les 6 premiers mois jusqu'à Noël pour que j'apprenne. Mais c'était dur, là. C'était dur. Il fallait que je récupère. Fait que non seulement que j'apprenne la matière, mais que je récupère ce que j'avais pas appris. Mais en même temps, je pense que cette femme-là m'a appris, peut-être que l'anxiété de performance vient de là aussi, puis ça, c'est le point négatif, mais elle m'a appris la rigueur, puis elle m'a appris que si tu travailles très, très fort, tu vas y arriver. Et elle écrivait, elle écrivait sur les copies, le mal, médiocre, oui, à refaire, c'est un torchon, tu sais, tabarnouche. Mais j'ai eu une profonde affection pour elle qui a duré plusieurs années, on s'est écrit. Quand je suis revenue au Québec, elle m'aimait beaucoup. Alors, c'était
ça a été formateur. Puis après ça, au secondaire, j'ai eu une prof, Marcel Lamoureux, que j'aimerais tellement avoir, qui a été un prof de français qui m'a donné confiance en moi. Secondaire 1, 2. Puis après ça, en secondaire 5, il y en a une qui m'a dit « Écris jamais, t'es nul. » Fait que j'ai fait « Ah ouais, check-moi aller. » Mais dans un sens, je comprends ce qu'elle voulait dire parce qu'il y en a, tu sais, il y en a qui ont le don de l'écriture. C'est-à-dire, moi, j'étais capable de raconter une histoire, mais la syntaxe, l'orthographe, tu sais, c'était plus difficile pour moi. Il a fallu que je bûche toute ma vie, pour vrai. Puis même quand des fois, je relis mes romans que j'ai écrits au début, je me dis « Ah ouais, hein, le style c'était douteux. Tu sais. Puis des fois, je comprends pourquoi j'ai envoyé des romans à des éditeurs qui l'ont pas pris parce que, bon, à cette époque-là, c'était pas... Mais c'est pas grave, j'ai cheminé là-dedans. Puis c'est ça qui est important. C'est, tu peux, quand tu as une passion... Il faut que la passion soit forte, mais tu peux partir de très loin et quand même arriver à ton objectif. Moi, dans la vie, je garde tout le temps une phrase, c'est « Qu'est-ce que tu vas regretter sur ton lit de mort? » Bien, je vais regretter tout ce que j'ai rêvé, tout ce dont j'ai rêvé et que j'ai pas accompli. Ou que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Là, puis des fois, il y a des romans que j'ai écrits puis je l'ai pas assez essayé, tu sais, je ne l'ai pas envoyé à assez de monde, puis ça me fait mal. Je me dis, il va falloir que je travaille là-dessus parce que ça me fait mal. Il y en a d'autres qui disent, écoute, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais tu sais, Harry Potter, il a été envoyé à plein de monde, il a eu plein de refus. Fait que, tu sais, je me compare vraiment pas à elle, là, mais tu sais, pour dire que il faut que tu fasses ce que ta voix te dit. Moi, ma voix, elle me dit, même des moments de ma vie, j'étais découragée. Tu reçois des fois, tu reçois. Maintenant, c'est la façon de faire, c'est qu'ils ne donnent pas de réponse quand ils ne te publient pas. À l'époque, au moins, ils te répondaient. Maintenant, ils ne répondent plus. Puis quand il y en a un qui me répond, je le remercie beaucoup. Je leur dis merci beaucoup. Mais tu sais, c'est tough. Tu es rendu à 56 ans, tu as écrit toute ta vie, tu as encore des refus. Mais je me dis, c'est pas grave, tu es parti de loin. J'avais pas. La plume n'était pas si belle que ça quand j'ai commencé, mais je suis fière. Je suis fière de moi, je l'ai faite. Puis, tu sais, il y a bien du monde qui dit, moi, si je serais pas capable, j'aurais jamais été capable d'affronter ça. Hey, ça fait mal. Ça fait mal tellement que maintenant, quand j'envoie à des maisons d'édition, j'ai mal au ventre. Cette journée-là, c'est pas une bonne journée. Puis je sais que ça va être difficile parce que je sais que je risque d'avoir un rejet, je risque d'avoir un jugement, je risque d'avoir... Mais je me dis, il faut que je le fasse parce que ton regret va être pire que ça. Puis là, après ça, ben c'est ça. Là, je le fais. Puis quand je vais être sur mon lit de mort, je vais dire... J'ai essayé, puis c'était ça mon chemin. Puis des fois, j'ai essayé, tu sais, j'ai arrêté, j'ai eu des difficultés de santé, puis je me dis, ah non, je suis découragée, j'arrête, c'est pas ma mission, c'est pas mon but. Ah non, là, ça me repognait au ventre, j'avais mal au ventre, je disais, ben, mais tu sais, il y a quelque chose, oui, t'es peut-être pas si bonne, mais il faut que tu le fasses. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais vivre jusqu'à 82 ans, puis à un moment donné, ça va marcher, puis je vais être vraiment publiée, ou peut-être pas. Peut-être que je vais laisser mes livres là, puis que dans 6 générations, quelqu'un va lire, va dire, hey, tu sais, mon arrière-grand-mère, elle écrivait ça. Je sais pas, mais il faut que je le fasse, c'est plus fort que moi. De laisser des traces, puis c'est un cheminement aussi personnel là, de faire ça. Parce qu'effectivement, le processus d'écriture, c'est long, puis c'est toujours à moins vraiment d'avoir des bonnes connexions. Ben, tu sais, je veux dire, on a quand même des éditeurs avec qui on peut travailler tout ça, mais c'est toujours un éternel recommencement. Là. Pas parce qu'on fait un roman qui est un best-seller que le lendemain, ils vont publier le suivant. Bien, habituellement, quand c'est un best-seller, ils font quand même attention à toi. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, ils ont envoyé des affaires d'écrivains, tu sais, qui ont... C'est comme... Mon Dieu, Gabrielle Roy, tu sais, ils ont envoyé ça anonymement, tu sais, des récits qu'elle avait faits, il n'y a personne qui voulait la publier. Fait que, tu sais, tu dis, OK, c'est l'air du temps aussi. Des fois, tu n'es pas dedans. Des fois, tu tombes pile dessus. Des fois, moi, j'ai eu la chance, tu sais, avec Guy Saint-Jean, que ça a été mon premier éditeur. J'ai adoré travailler avec eux, mais des fois, je leur envoie des choses, puis ils me disent, ben c'est pas tant dans notre ligne éditoriale. Ou, tu sais, fait que c'est dur. C'est très, très, très dur. Mais il y en a qui se publient de plus en plus eux-mêmes. Ils font faire leurs livres puis ils les vendent à la petite échelle aussi. Oui, c'est juste que là, il faut que tu aies un côté vendeur qui est pas trop moi. OK. C'est-à-dire que vendeur des autres, ça va, mais vendeuse de moi-même, c'est un petit peu plus difficile. Il faut que tu crois vraiment en toi. J'en suis pas là. Puis c'est du temps aussi que tu consacres à ça et que tu n'écris pas pendant ce temps. Fait que, tu sais, puis moi, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour écrire? Tu travailles à temps plein, tu as 2 enfants. T'sais, à l'époque, j'avais 2 jeunes enfants et c'était pas toujours facile, comme beaucoup de parents, mais c'était ça, 1 heure le matin. Moi, je dis, même pas 38 minutes de la gare de Montagne à la gare centrale. J'écrivais. Il fallait pas que tu viennes me déranger puis me jaser pendant ce temps-là. Tout le monde le savait. Elle écrit. Mais
c'est ça. Pour moi, c'est important, c'est une routine, c'est comme manger, tu sais. Il faut que je le fasse. Fait que c'est ça. Mais C'est viscéral, comme on dit. c'est viscéral. Oui, mais ce processus-là, il est formidable. C'est quand tu arrives puis il faut que tu le vendes, que là, je pourrais le faire à compte d'auteur. Je me dis, si je gagnais un gros montant, là, puis je pouvais arrêter de travailler, peut-être je ferais ça à ma retraite, mais ça prend quand même des sous pour faire ça. Puis là, vous faites quoi? Vous êtes dans quel domaine? Je sais que vous avez été quand même beaucoup encore dans le domaine plus médiatique. Mais là, vous faites quoi? Là, je travaille à Radio-Canada. OK. Je suis conceptrice-rédactrice. Fait que dans le fond, c'est pas moi qui travaille pour les émissions. Là, c'est pour moi qui écris les séries comme Stat, tout ça. Sauf que je prends, dans le fond, j'écoute chaque semaine les émissions puis de certaines séries, puis j'écris les publicités qui vont passer à la télé. Donc, on travaille... Les teasers qu'on appelle. Exact. Fait que c'est vraiment le fun. Pour vrai, des fois, je suis là, hey, je suis payée à écouter la télé, c'est merveilleux. Mais des fois, c'est plus difficile. J'ai plus de difficultés quand on part de la page blanche. Comme là, on est en train de faire la campagne de Noël. Fait que là, tu pars de rien. OK, qu'est-ce qu'on va dire en tant que Radio-Canada pour faire la campagne de Noël? Puis ça, c'est beaucoup plus anxiogène parce que faut que tu mettes tes trips à la table. Est-ce que mon boss va aimer ça? Est-ce que ça va bien marcher? T'as rien. Tandis que Stat ou Enquête ou whatever, t'as déjà du matériel. Mais... Parce que ça, c'est bon de savoir ça parce qu'on a des choses à la télé qui nous sont présentées comme Stat présent, par exemple. Mais derrière tout ça, il y a un travail. Oui, il y a le travail du scénario. Ben, je veux dire, oui, la productrice, tout ça. Puis vous, à quel endroit est votre travail là-dedans? C'est que vous regardez ce qui a été fait après pour aller vers l'avant dans les prochains épisodes? Des fois, on part de rien parce que, mettons qu'il y a une nouvelle série qui part, on n'a pas de stock, bien là, il faut trouver un concept. Mettons, ils disent, on n'a pas fini de tourner, on ne peut pas vous envoyer d'images encore, partez de rien puis faites quelque chose. OK, ça, c'est on travaille en amont. Mais la plupart du temps, c'est ça, la plupart du temps, on attend le matériel. Comme là, ben, chaque semaine, je reçois l'épisode de la semaine, dans 3 semaines de Stat, mettons. Puis je parle de Stat parce que c'est ça que je fais en ce moment. Ah, fait que là, vous ne faites pas nous donner des cues, non, il faudrait pas, Fabienne Larouche, elle regarde ça attentivement. Oui, faut garder le secret. C'est sous embargo. Seigneur, oui, mais j'en sais les affaires. Mais non, fait que c'est ça. Mais c'est super le fun parce que, tu sais, je suggère des trucs, je l'envoie au Réal, le Réal, puis le Réal, pas de la série, mais de Radio-Can. Puis là, on se parle ensemble, puis on établit le concept. Puis là, c'est ça qui passe à la télé pour vous, justement, vous teaser, pour vous... Pour dire, OK, bien, cette séquence-là, c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont avoir hâte d'aller visionner. Puis ça, parce que le monde de la télé, c'est difficile pour le monde de la télé présentement. Et Colin, on en parle, oui, on en parle beaucoup, pour plusieurs raisons. Parce que les gens s'en vont sur les plateformes. Mais donc là, nous autres, il faut se ramener aux plateformes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut dire, OK, bien là, faut créer du stock. On fait ça aussi. On prend des extraits de l'émission puis on l'envoie sur le web, sur TikTok, sur Facebook, bref. C'est ça maintenant. En fait, c'est très difficile pour plusieurs raisons. Donc, celle-là, l'IA va peut-être... en fait, remplacera jamais, je pense, les comédiens, même si aux États-Unis, c'est déjà fait. Puis même si je vois des publicités, moi, qui on le sait que c'est du fake, là. Ça, je suis pas sûre que ça va passer. Moi, ça passe pas, en tout cas. Mais tout le travail, même celui que je fais en ce moment, on va dire, OK, regarde l'émission. On va dire à chat ou whatever, regarde mon émission d'1 heure, trouve-moi un meilleur bout, mets une phrase cute dessus, puis c'est fait. Fait que ça, il va falloir se réinventer en tant qu'être humain parce que moi, je pense que c'est la révolution. Là, vous en parliez hors micro tantôt. Oui. On est tous là. C'est drôle parce que la génération de mon fils, 25, il boycotte un peu. Il y en a, ça fait plusieurs qui me disent, moi, je veux rien savoir de ça. Quel âge a-t-il? Il a 26. Ah, OK. Qui veut, lui, il dit, moi, je veux rien savoir de ça. Mais puis ceux qui l'utilisent, en tout cas, moi, tout le monde l'utilise là, au travail, à la maison. Moi, je trouve que c'est un outil merveilleux d'apprentissage, entre autres. Il y a beaucoup de choses. Surtout pour notre génération. Puis moi, on n'a pas le choix quand même de se lancer. Il y en a qui sont en aversion parce que c'est l'inconnu, c'est le changement. Puis, notre génération, tu écoutes, déjà là, les cellulaires, ça s'adapte, hein? Pas le choix. On n'a pas le choix. Fait que là, on est rendu l'intelligence. Il y en a qui disent, non, là, c'est trop, là, je vais mourir à peu près dans 20 quelques années. Là, non, là, je ne me rends pas là-dedans. Mais honnêtement, moi, j'ai le goût de me foncer là-dedans pour dire, tu sais, je veux que mon entreprise me survive. Puis les jeunes sont là-dessus maintenant. On n'a pas le choix là, d'aller les chercher sur... Puis il y a plein de gens qui se font découvrir par les TikTok. Maintenant, il y a un gala juste d'influenceurs, là.
Je sais. Je sais. Je sais pas trop ce que je pense par rapport à ça, mais tu sais, c'est vrai qu'on n'a pas le choix de suivre le courant si on veut pas être dépassé, tu sais. Puis moi, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver du positif, comme il y en a eu à l'ordinateur. Il y en a ma mère a jamais pu s'adapter à ça. Mm. Mais moi, je suis née, je suis pas née avec ça, mais j'étais une des premières à avoir un Mac chez nous parce que j'écrivais. C'était important pour moi. Là, c'est la même chose, tu sais. Mon frère était comme, moi, je veux rien savoir de ça. Puis là, j'ai juste dit ce que je faisais avec. Il a fait, hey, c'est le fun. C'est juste pour le roman, tu sais, tu dis, OK, moi, il faudrait que j'aille visiter un hôpital pour voir comment c'est fait une salle d'urgence, puis rencontrer un médecin pour qu'il me dise c'est quoi les outils qu'il utilise. Là, je lui demande, il va me le dire. C'est sûr qu'il faut tout le temps vérifier parce que c'est pas des informations. Il faut être très précis dans nos demandes aussi. Exact. Fait que, mais tu sais, moi, je trouve que c'est très. Ça bonifie beaucoup notre vie, mais c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Ma job sera peut-être plus là. Je vais reprendre ma retraite à un moment donné, mais tu sais, elle va se transformer. Puis il va falloir qu'on se transforme avec. Oui, c'est sûr qu'il y aura toujours un humain quelque part qui fait quelque chose, mais ça sera peut-être 1 au lieu de 3 puis 4. Là. Oui. Ouais. Puis même avant, tu sais, on avait le réalisateur, on mettait le concept sur la table, il me disait, OK, parfait. Lui, il arrivait en tournage, puis tout était nouveau. Là, il est capable de dire, OK, on a ça comme concept, veux-tu mettre tel genre d'image avec telle musique, puis fais-moi arriver ça, puis donne-moi un exemple. Il fait ça en je sais pas combien de temps, mais vraiment pas beaucoup de temps. C'est sûr que c'est pas écologique, on le sait, hein, c'est pas super bon pour l'écologie, mais à un moment donné, on va trouver d'autres moyens parce que là, on est là. Fait que tant qu'à... C'est merveilleux, ça nous aide beaucoup, et puis il faut en profiter. Il faut juste voir les conséquences qui vont Même pour avec les ça. artistes puis les gens, comme ceux du théâtre, ceux qui sont derrière la caméra, puis même les techniciens, c'est toute une nouvelle apprentissage. Puis c'est aussi épeurant parce que tu te dis, mon Dieu, justement, il va se passer quoi dans 10 ans, là, si en plus nos voix sont prises. J'en ai vu là, vraiment des gens connus sur les médias sociaux, des publicités qui passent, ils n'ont même pas donné leur consentement. C'est sûr. C'est sûr. Puis ceux qui font de la voix, tu sais, c'est fini, là. Ça va être remplacé. Là, maintenant, l'IA est encore très statique, on le sait, mais ils vont... Non. Genre les Joël Legendre de ce monde qui font la voix de Leonardo DiCaprio depuis des lunes. Puis que c'est payant à faire des voix, là. C'est hyper payant, mais là, maintenant, je veux dire, ça va être... Oui, puis ça a des répercussions sur tout le monde. J'ai une amie qui est 3e assistant réel pour les films américains qui viennent au Québec. Déjà, là, à cause des tarifs, ils ont plus de misère, mais lui, 3e assistant réel, ça dirige la figuration. Mais la figuration, c'est facile à doubler. C'est facile de mettre de l'intelligence artificielle sur un petit gars qu'on voit pas beaucoup puis qui est de dos. T'sais. Alors, c'est pour ça que je dis les personnages principaux, on n'en est pas là. Puis j'espère, parce que ça reste quand même qu'on est des humains. Hein? Même si le chat, des fois, il peut pas. Mais de voir quelqu'un qui passe avec un café dans les mains, pas obligé d'engager quelqu'un qui fait de la figuration. Non, ou une foule. Tu sais, des foules qui coûtaient $1 million pour à tourner. Tout ça, là, ça va être non. Fais-moi ça en 5 minutes. Tu vas mettre une foule en arrière de mon personnage principal, puis ça, tout ce monde-là vont perdre leur les job. écrans verts, puis regarde, les films américains ont... C'est ça. Tous les effets visuels, mais les cascades, il y a beaucoup de cascades qui se font plus vraiment ou à peu près. Là, Ah non, c'est ça. C'est un peu épeurant, mais il faut trouver le positif là-dedans puis faire sa petite place, je pense. Alors, on se retrouve en deuxième partie avec Violaine Dompierre.